Est-ce que des fois ça t'arrive de détester une personne pour une raison nulle, mais genre vraiment nulle, et qu'ensuite tu te détestes toi-même pour ressentir ce sentiment? Tu sais qu'au fond de toi-même, c'est pas bien d'avoir ce genre de pensée, tu le sais. Pourtant, tu veux trouver des raisons pour lesquelles tu es supérieur à cette personne, des raisons pour lesquelles l'autre serait inférieur à toi. Peut-être est-ce dans notre nature de ne chercher que le mal. Mais à quoi bon? À quoi bon haïr une personne pour des raisons aussi inutiles? Après tout, la haine n'engendre que la haine. Et ça, c'est ce que Thorfinn apprendra dans sa quête du véritable guerrier. Bon, avant toute chose, cette vidéo va spoiler les saisons 1 et 2 de Vinland Saga, et le manga aussi, parce que il a été terminé récemment le 25 juillet 2025, je sais, ouais. Cette vidéo ne va pas bouger, donc allez regarder, allez vous mettre à jour, ce sera vraiment dommage de vous faire spoil Vinland Saga sur ma petite vidéo de merde. Bref, commençons très simplement la vidéo avec la mort d'un personnage très important, Dieu. On pourra se demander, mais Zach, c'est quoi le rapport entre la mort symbolique de Dieu et Vinland Saga? Et c'est très simple. L'idée principale de la philosophie nietzschéenne est la mort de Dieu. Souviens-toi de ça, on y reviendra plus tard. Non, je rigole. Ce que j'entends par là, c'est que, en gros, et c'est pas déconnant de le dire, c'est que durant tous les âges, on faisait tout par rapport à la religion. On essayait d'être bon, on essayait de faire le bien pour peut-être espérer avoir une place au paradis. Ou alors, on essayait juste de faire la guerre pour espérer mourir sur les champs de bataille et donc avoir une place dans le Valhall. Sauf que bon, à notre époque, et je pense qu'encore une fois, c'est pas déconnant de le dire, la religion, et donc Dieu, grosso modo, entre guillemets, n'a plus la même influence dans nos vies. Du moins, je parle de la mienne, parce que moi je suis athée personnellement, et peut-être pour vous aussi, enfin j'en sais rien, peut-être vous êtes religieux, mais vous êtes moins croyants que les gens il y a 500 ans, je pense, tu vois, c'est logique. Alors, avec la religion qui nous dit plus quoi faire, c'est à nous-mêmes maintenant de trouver notre propre chemin et d'avoir notre propre principe et valeurs pour être heureux. Toutefois, même si Dieu est mort, entre gros guillemets, il y a toujours quelque chose qui dicte notre comportement. Déjà, rien qu'à l'époque de Nietzsche, la société allemande favorisait déjà un peu, non pas un peu, beaucoup même, l'ascension sociale et le fait d'avoir besoin de beaucoup d'argent. Et de même que mon environnement, donc la manière dont j'ai grandi, a un impact sur mes valeurs et ma façon de voir le monde. Et ça, c'est encore plus flagrant aujourd'hui. L'influence des réseaux sociaux nous empêche de voir le monde de manière nette et on est exposé à un flux constant d'informations qui brouille notre perception du monde. Et du coup, tout ce qui nous empêche de faire un choix par nous-mêmes, que ce soit les mœurs de la société, l'école, l'éducation de nos parents, le fait de venger l'honneur de nos pères ou encore le fait de tuer pour la gloire, ce que Nietzsche appelle le dragon, en gros, est néfaste pour nous. Ainsi, le dragon t'empêche de penser pour toi-même et te dit par exemple que tu dois être un guerrier, tu dois massacrer des gens, tu dois piller, tu dois devenir le plus fort des guerriers. Et ça, pour le coup, on y en reviendra vraiment plus tard pour parler de l'évolution de Thorfinn. Mais, je pense qu'il faut quand même prendre du recul face à ce dragon. Parce que certes, il entrave notre liberté, mais quelquefois, c'est pour le mieux. Genre par exemple, depuis qu'on est petit, on nous apprend qu'il faut respecter les règles et tout pour le bon fonctionnement de la société. Ça, c'est vraiment bien. Parce que comme ça, on évite de faire des dingueries qui font que on va en prison. Et on nous apprend aussi qu'il faut pas faire du mal aux gens. Ok, c'est logique, mais pas tout le monde a cette logique. Donc oui, le dragon n'est pas manichéen, il a du bon et du mauvais. Il nous guide dans le bon en nous apprenant la gentillesse, et des fois il nous guide dans le mauvais aussi, en nous entraînant par exemple dans un système qui ne va pas à tout le monde. Je trouve d'ailleurs que c'est assez symbolique que la mort de Dieu est montrée à travers le moine Willibald qui ne croit plus en Dieu. 父よ、あなたが良き者も悪しき者も等しく愛されるというのなら、何のために無力な私たちを試されるのですか。父よ、私の声はあなたの耳に届いているのでしょうか。 Et d'un viking qui doute de l'existence du Valhall. L'un s'en rend compte en ne comprenant pas pourquoi Dieu aime autant les pécheurs que les saints, alors qu'il a fait de son mieux pour ne pas pécher, tandis que l'autre ne comprend pas pourquoi les Valkyries ne viennent pas le chercher alors qu'il est au bord de la mort après s'être battu autant de temps. Comme si, finalement, peu importe les religions, Dieu est et sera mort pour toujours. Bon, ok, c'est stylé et tout, mais ça nous sert à quoi de savoir ça en fait? Et c'est très simple. En fait, ce dragon qui plane sur le monde de Vinland Saga corrompt en quelque sorte les personnages même de Vinland Saga. Bon, en plus simple, en gros, comme dit précédemment, ce dragon équivaut aux mœurs et habitudes de la société. Sauf que ces mœurs soufflent à l'oreille des adultes qu'il n'y a rien de mieux que la gloire et les plaisirs éphémères pour avoir une vie heureuse. Et puis, ces mêmes adultes envoient ensuite leur fils à la guerre dans l'espoir qu'il tue un maximum de monde et un maximum de butin pour se faire un nom et s'enrichir. Tandis que ces mêmes adultes forcent leurs filles à s'occuper de la maison car elles sauraient que faire ça entre gros guillemets. Ainsi, les mœurs et les habitudes de la société, ou encore dragon comme l'appelle Nietzsche, nuit à la société et rend malheureux tout individu y vivant dedans, sans qu'il le sache évidemment.
parce qu'il entrave leur liberté individuelle en leur inculquant dès le plus jeune âge le chemin qu'ils doivent prendre sans qu'ils aient un mot à dire, car un enfant écoutera toujours un adulte, sera toujours le reflet de ses parents, et que le monde a toujours été ainsi. La dernière fois, quand j'étais en Chine, parce que bah, je suis chinois, je pense que ça soit. Bah, à un moment, je suis parti faire du billard avec mon cousin. Et en Chine, il fait chaud, très chaud, normal quoi. Du coup, on s'achète des boissons et tout. Sauf que, quand il a fini sa bouteille, il l'a jetée au sol. Et là, je me suis dit, bah putain, en vrai, c'est chaud à quel point, je sais pas si c'est le bon terme ou pas, mais les différences culturelles font que certaines choses sont banales dans un pays, tandis que bah, c'est choquant dans un autre. Parce que bah, en Chine, c'est normal de jeter des trucs par terre, y a rien. Alors qu'en France, si on fait ça, on dit, oh là là, tu penses pas à l'écologie? Oh. En gros, ce que j'essaie de dire par là, c'est que notre éducation a un impact énorme sur la personne qu'on sera. Raison pour laquelle mon cousin a jeté sa bouteille par terre, que les Japonais sont peu respectueux que les Français, et que les enfants norrois s'entraînent à se battre dès leur plus jeune âge sans savoir que c'est mauvais, parce que bah justement, ils ont grandi en se disant que la guerre n'a rien de mal. Je pense aussi que c'est pour cette raison que la mère pleure dans l'épisode 3. Elle ne pleure pas parce que son village a été attaqué, elle pleure parce qu'elle a vu Thorfinn tuer quelqu'un alors qu'il a un visage si innocent. C'était peut-être là un moyen pour l'auteur de déjà montrer à quel point la société norroise a amalgamé un enfant qui était si innocent. Cette scène est donc horrible pour nous, et aussi horrible pour elle. Quoi? Mais de quoi tu me parles? Moi je comprends pas, moi j'adore la guerre, le sang, les meurtres de masse et tout, c'est super bien. Regarde, carrément j'ai un couteau. Et ouais. 私たちは暴力をかっこいいと感じます。これについて無視してはいけないと思いました。暴力はいけないと思いながらもとてもかっこいい。 Ça qui est fort avec Makoto Yukimura. En nous dépeignant le début de cette histoire comme une simple vengeance, il cherche à nous tendre un piège. En mettant en avant des personnages comme Askeladd et Canute qui détestent la guerre, il essaye déjà de nous montrer que Thorfinn est sur la mauvaise voie en prenant celle de la vengeance. Et bon, nous aussi, on est un peu comme Thorfinn en fait. On s'en fout des centaines de NPC qui meurent devant nos yeux et on clame des personnages comme Thorkel qui massacre des gens tous les jours juste parce que bah ce serait un peu stylé, un peu cool, comme le dirait Makoto Yukimura. Alors que tout comme Thorfinn, bah on sait que la violence c'est et sera toujours mauvais. Sauf que Thorfinn il s'en fout de tuer des gens même si c'est mal, parce que bah si ça lui permet d'atteindre son objectif, alors il le fera. C'est pour ça que la mort d'Askeladd n'en est que plus marquante pour Thorfinn. Lui qui avait passé au moins 10 ans de sa vie à tuer juste pour se venger, n'a même pas réussi à atteindre son objectif au final. C'est comme si tout ce qu'il avait fait n'avait aucun sens, comme si tous ces meurtres étaient inutiles. À présent, qu'allait-il devenir? Qu'allait-il faire? Il était complètement perdu. ずっと先トールズの行った世界のその先トールズの子もお前が行けそれがお前の本当の戦いだ Thors, lui qui a été un moment le plus puissant des guerriers, a un jour eu une révélation. Peut-être que finalement, un guerrier n'a pas besoin d'épée. Alors, on pourra se demander pourquoi, justement, un guerrier n'a pas besoin d'épée. Est-ce que devenir un véritable guerrier, c'est devenir meilleur en tant qu'humain, et pas devenir le meilleur? Genre, pas devenir le meilleur humain. Est-ce qu'un guerrier est forcément quelqu'un qui doit se battre? Est-ce qu'un guerrier choisit toujours le premier recours au lieu du moins normal? Est-ce que toutes ces personnes qui se disent comme étant le meilleur des guerriers sont finalement simplement à la recherche de quelque chose d'illusoire? Bon, est-ce que vous vous rappelez de la scène avec Askeladd et l'esclave dans l'épisode 8 de la première saison? Mais si, la fameuse scène où Askeladd se moque de son oncle car celui-ci fouette son esclave alors qu'il est lui-même esclave de son argent et qu'ensuite cette même esclave va voir Thorfinn pour lui donner de la nourriture et qu'elle remarque qu'il est lui aussi un esclave quelque part. Esclave de sa propre vengeance. Vraiment, j'adore cette scène, vraiment. Je saurais pas comment l'expliquer, mais juste, je sais pas, elle a une petite ambiance que moi j'adore. Et Thorfinn, bah, ne comprenant pas pourquoi il serait aussi quelque part un esclave comme elle, lui demande alors une explication, parce que quoi de mieux qu'un esclave pour lui expliquer ce qu'est un esclave? Elle lui répondit alors que bah, même s'il pouvait manger et dormir où il voulait, il y avait quand même quelque chose qui entravait sa liberté. On se demande bien c'est quoi d'ailleurs. Elle ajouta aussi que, même si elle voulait s'enfuir, où est-ce qu'elle devrait aller dans tous les cas? Puisque peu importe l'endroit, guerre et esclavagisme seront toujours de la partie. Et ce qu'elle savait pas en fait, c'est qu'il existe bien une terre où tout ça n'existe pas, la guerre et l'esclavagisme. Une terre très à l'ouest de ce monde. Et évidemment, vous savez que cette terre, c'est le Vinland et qu'elle aura une importance capitale dans la suite de l'histoire et aussi surtout dans l'arc qui arrive qui est celui de la ferme. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi l'arc de la ferme et pas genre l'arc de la pêche ou encore l'arc du berger.
Genre, je sais pas moi, ça peut être marrant de voir Thorfinn pêcher un requin ou alors de le voir galérer avec ses moutons. Donc oui, on pourrait se demander pourquoi l'arc de la ferme et pas autre chose. Pourquoi baser toute la renaissance de Thorfinn dans une ferme et pas autre part? Et bah la réponse elle est très simple, il doit juste apprendre c'est quoi travailler. À ce moment-là, toute sa vie, bah, il avait passé à détruire des trucs. Donc c'est pas en pêchant, donc en tuant des poissons et en vendant, donc en tuant des moutons, qu'il va créer quelque chose. C'est pourquoi il est dans une ferme. Thorfinn doit créer un champ de blé. Il doit créer la vie et nourrir d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent vivre à leur tour. Il ne doit plus semer la mort, il doit semer la vie. Et du coup, bah, c'est là qu'intervient le personnage d'Einar. Il est celui qui est la clé dans l'évolution de Thorfinn. Au début, il voulait la mort de Thorfinn parce que bah quelque part Thorfinn la mérite un peu quand même sa mort, un peu tout ce qu'il a fait. Et aussi que bah Einar il déteste les guerriers parce que ce sont eux qui lui ont tout enlevé. Sauf que bah en voyant la souffrance qu'endure Thorfinn, il s'était dit ah je peux pas le tuer, il mérite pas ça quand même. Et c'est pas fini, c'est lui aussi qui a permis d'accélérer la remise en question de Thorfinn en lui racontant son histoire et en lui montrant son point de vue d'opprimé. Et son rôle ne s'arrête pas qu'à là. Il a aussi appris à Thorfinn comment s'occuper d'un champ et d'à quel point le travail acharné et la création de quelque chose est gratifiant. Parce qu'après tout, il est toujours plus facile de détruire que de créer. I found freedom. Losing all hope was freedom. Perdre tout espoir était la liberté. Et je trouve que bah cette phrase reflète bien le cas du personnage de Thorfinn, parce que c'est en perdant sa volonté de vivre et en devenant littéralement une coquille vide qu'il a pu grandir en tant que personne. Le début de la remise en question de Thorfinn commence simplement parce qu'il a pu faire une pause. Entre la saison 1 et la saison 2, un an s'est écoulé, et pendant ce laps de temps, Thorfinn s'était rendu compte que seule sa haine envers Askeladd dictait sa vie. Pendant 10 ans, il était gouverné par la colère. Il vivait vengeance, dormait vengeance et se nourrissait de la vengeance. Sauf que le but de sa vie ne pouvait désormais plus être atteint. C'est pour ça que Askeladd lui avait demandé ce qu'il allait faire après sa mort. Parce que, même s'il le tuait, et ensuite, Thorfinn n'y avait même pas pensé. Et ça, bah Thorfinn lui-même le constate. Sans cette haine, il est complètement vide. Toute sa vie, il n'a jamais connu le bonheur. Il ne répandait que le malheur. Et il tuait et il pliait comme si c'était normal. Il ne savait même pas si finalement vivre apportait vraiment quelque chose. Mais grâce à Einar et Serpent, Thorfinn s'est finalement rendu compte que sa vie avait bel et bien un sens. Alors qu'il faisait encore un de ses cauchemars, Einar l'a réveillé et lui a fait une leçon. En gros, si on en vit aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice des personnes qui nous sont chères. Alors, il faut pas ruiner leur effort en voulant mourir, tout simplement. Et Serpent, quant à lui, il a simplement montré de manière factuelle à Thorfinn que son corps voulait vivre. Il y a cette scène que je trouve splendide, genre vraiment splendide, avec la mer en fond et les couchers de soleil. Ah, j'adore vraiment ce genre de scène où c'est juste apaisant et où limite, bah, on peut juste admirer le paysage. Et il y avait aussi le vieux maître qui, parce qu'il avait écouté la conversation entre Thorfinn et Einar sur le fait que l'un des deux était vide, donnait une réponse à Thorfinn et à ce qu'il devait faire, en gros par rapport à son sentiment de vide. これから覚えていけばいい。一つ一つ。空っぽなら何でも入るじゃろう。生まれ変わるつもりがあるなら、むしろ空っぽの方がいい。 Ce à quoi Thorfinn se demande s'il peut vraiment renaître, et il reçut en réponse qu'il devait maintenant travailler, comme si finalement c'était son rôle à lui, s'il voulait vraiment renaître, de faire tout ce travail de remise en question, d'introspection, etc. pour justement renaître. Et la scène qui suit la discussion de Thorfinn avec le vieux maître, elle aussi incroyable, putain. Thorfinn il est là, il admire le paysage, et ensuite on le voit semer des graines avec Einar, et à la fin de l'épisode, celui-ci dit que Thorfinn c'est son ami, et là, pour la première fois depuis longtemps, on voit Thorfinn sourire. Et ça vraiment le mec, ça a pas de prix. Hein. Mais on dirait bien que le passé ne meurt jamais. Il finit toujours par nous rattraper. Ce coup de poing délivré aux hôtes de Ketil, certes peut-être qu'il le méritait, sauf que la violence n'est jamais la solution. En cédant à sa haine, il était tout naturel que Thorfinn rechute dans cette réalité alternative qui n'était ni le paradis, ni le Valhall où se trouvaient tous ceux qu'il avait massacrés sur le champ de bataille. Thorfinn a atterri dans cet endroit parce que toutes les personnes qui y sont présentes, comme lui justement, ont cédé à la violence et vivent maintenant dans une guerre perpétuelle où il n'existe rien d'autre que la souffrance. En atterrissant dans cet endroit, Thorfinn avait peur, sans savoir qu'en fait c'était lui-même qui était à l'origine de cet endroit. Il est à l'origine de sa propre peur. Il avait peur parce qu'en fait cet endroit représente les conséquences de ses actes qui sont maintenant bien trop lourds à porter pour lui. Sauf que, comme l'aura dit Askeladd, décidément il a encore du temps alors qu'il est mort quand même ce petit bâtard. Il est là son véritable combat. Il doit accepter le poids de ses péchés et les expier petit à petit en faisant le bien.
C'est à partir de ce moment-là que Thorfinn décide de renaître, d'abandonner sa personne d'avant et décide de devenir une nouvelle personne, une personne meilleure qu'avant. Il fait donc un serment, celui de tirer un trait sur la violence et de sous aucun prétexte le rompre. C'est ainsi que sa quête du véritable guerrier commence. Mais, ça sera pas aussi simple. Très vite, Thorfinn est amené à devoir briser son pacte parce que des fois, un mal est nécessaire. Voilà, faut le dire. Genre quand tu te fais embrouiller dans la rue par quelqu'un qui cherche juste à se battre, bah des fois t'as pas vraiment le choix quoi. Même si bah le mieux c'est de toujours pas se battre. Et voilà. Thorfinn, lui aussi, au bout d'un moment, il a dû choisir de se battre. Pas pour des raisons débiles, comme le mec qui voudrait juste se battre, mais par pur altruisme. Il voulait absolument protéger Garzar et Arneis, car leur histoire est tragique et que donc ils méritent ainsi leur happy ending. Et pour moi, Arneis et Garzar représentent en fait symboliquement les conséquences de la guerre. Arneis représente l'esclave enchaîné dont la liberté n'est plus qu'un rêve, et en voyant son mari d'antan, l'espoir de pouvoir s'émanciper de son carcan était de nouveau sous ses yeux, et que donc l'espoir était de nouveau là. Alors que lui, Garzar, représente ce que la guerre et l'avidité de l'homme a de plus vicieux. Alors que tout allait bien dans son village, il avait cédé à la tentation, ou plutôt Zil avait cédé à la tentation. Zil voulait absolument s'enrichir alors qu'en fait c'était même pas nécessaire. Tout ça juste pour la gloire. Ce qui rejoint finalement les paroles de Thorfinn. Thorfinn disait à Einar que les Norrois ne peuvent concevoir que la guerre serait quelque chose de fondamentalement mauvais. Après tout, ils jugent une personne par rapport au nombre de vies qu'il a ôtées ou au butin qu'il rapportera. Pour eux, c'est naturel d'enseigner le combat à leurs enfants et d'ensuite les envoyer à la guerre dans l'espoir qu'ils se battent avec honneur. C'est tranquille quoi, y a rien pour eux. Il est difficile d'arrêter ce qui est naturel. Demande à un fou s'il est fou et tu vois ce qu'il va te répondre. Sauf que la guerre est la cause principale de l'esclavage. Et comme il est coutume de faire esclaves ceux qui ont perdu la guerre, et bah ça devient tout simplement un cercle vicieux. Guerre égale perdant, perdant égale esclave. Et ça, ça vous rappelle pas quelque chose? Mais si! Le fameux dragon nichien. Vous savez, le truc qui entrave notre liberté et qui nous aliène. Bref, en voulant sauver Arneis et Garzar, qui comme j'ai dit juste avant, représentent les conséquences de la guerre, en fait c'est comme si Thorfinn essayait de briser le cycle de la guerre et donc en gros de tuer le dragon. Sauf que, Serpent aussi, lui, il avait ses raisons de tuer Garzar, puisque celui-ci a quand même tué 5 de ses hommes après tout. Et Thorfinn, qui avait pourtant fait le serment de ne plus utiliser la violence, n'avait maintenant plus le choix. Son pacifisme voulait privilégier la parole dans un moment où ça n'avait pas lieu d'être, tandis que son altruisme voulait absolument sauver Garzar, bien qu'il sache qu'en fait, Serpent n'était pas du tout en tort. Alors, quel choix le rapprochera du véritable guerrier? Son pacifisme ou alors son altruisme? Il voulait briser le cycle de la malédiction de la vengeance et il voulait sauver des gens. C'est pourquoi il finit par faire les deux. Il a décidé de choisir son pacifisme en même temps de son altruisme. Thorfinn avait jugé que c'était bon de sauver Arneis et Garzar par altruisme et qu'en même temps, la solution la plus pacifiste, c'était que justement personne meurt et donc il voulait les sauver. C'est pourquoi il finit par combattre Serpent. Et franchement, moi je trouve ce combat grave stylé. Genre quand Askeladd il apparaît encore une fois pour jouer son rôle de mentor, ce qui montre encore une fois son influence démentielle sur Thorfinn, et qu'après il y a le Thorfinn d'avant qui apparaît, non ça c'est vraiment incroyable. Pour de vrai genre, qui n'a pas hurlé devant cette scène? Et après un combat où chacun découvre que l'autre est étonnamment fort, Thorfinn finit par perdre et donc Serpent a gagné. Cette défaite avait causé une bonne et une mauvaise nouvelle. Certes, Garzar était peut-être mourant, mais lui et Arneis ont pu avoir une dernière conversation des plus émouvantes. Et en vrai, l'histoire de Arneis est un peu triste quand même. Logique. Moi je pense que surtout en fait la mort de Arneis sert de leçon pour Thorfinn. Concrètement, sa mort elle ne le mérite pas Arneis. Elle a rien fait de mal et tant de personnes auraient voulu la sauver, à commencer par Thorfinn d'ailleurs. Mais ils ne pouvaient rien faire face à la cruauté de ce monde. Et pour moi en fait, Arneis représente un peu toutes les personnes que Thorfinn a tuées. Ils avaient tous une famille, un foyer, des amis et encore un amoureux. Néanmoins, toutes ces personnes, Thorfinn il les a tuées, sans tenir compte de leur vécu, comme si en fait leur vie n'avait pas de sens. Je pense que c'est véritablement à ce moment-là que Thorfinn est passé d'oppresseur à opprimé. Pour la première fois, Thorfinn voulait sauver des gens, mais il n'a pas pu les sauver, parce que face à ce dragon, il ne pouvait littéralement rien faire. Et devant ce mal nécessaire vient alors à Thorfinn l'idée de premier recours. Thorfinn s'était demandé si finalement il n'y avait pas de meilleure solution, s'il était possible de ne jamais choisir le dernier recours. En gros, en reprenant l'exemple de l'animé, Thorfinn voulait pouvoir trouver la solution qui fait qu'un et si n'existerait pas, qu'aucun drame n'ait le temps d'avoir lieu, que personne n'ait à se ressasser le passé en se demandant s'il n'y a pas eu de meilleure solution. Désormais, Thorfinn voulait devenir quelqu'un qui est capable de trouver et de choisir le premier recours. L'éveil de Canute commence à travers les paroles de Willibald. Grâce à ça, il avait compris à ce moment-là que l'homme ne connaîtra jamais le véritable amour de par sa nature même. À cause du péché originel, l'homme était condamné dans ce cycle de violence.
et Dieu avait fini par les abandonner parce qu'il les a jugés impossibles à sauver. Sauf que cette idée dégoûte Knut car dès lors l'homme serait condamné à ne jamais pouvoir accéder au paradis et donc au bonheur. C'est à ce moment-là qu'il décida de devenir roi afin de pouvoir réaliser son rêve de créer un paradis sur terre. Dans son but de créer un paradis sur terre, Knut était prêt à tout. Sa soif de pouvoir est d'ailleurs illustrée par le fantôme de son père qui lui dicte quoi faire pour accomplir sa quête de pouvoir. Pour ça, il empoisonna son frère qui était pourtant son allié pour s'emparer de son pays et étendre son territoire. Il fait ensuite des guerres dans tout le nord de l'Europe pour asseoir sa puissance militaire et il s'était enfin servi de la crédulité de Ormar afin d'avoir une raison d'envahir le domaine de Ketchil pour fournir de la nourriture à ses troupes stationnées en Angleterre. Et du coup, c'est à cause de tous ces événements que commence la bataille du domaine de Ketchil, un mini-arc dans l'arc de la ferme. Et la bataille était vraiment à sens unique. Les Jomsvikings de Knut ont évidemment 1000 fois plus d'expérience que ces petits fermiers de merde de la ferme de Ketchil. Donc, forcément, c'était un massacre, c'était horrible à voir. Et on en revient même à se demander, mais pourquoi on aimait tant cette violence dans la première saison de Vinland Saga en fait? Évidemment, Thorfinn en voyant ça, ce grand pacifiste ne pouvait pas rester les bras croisés. Ainsi, après plusieurs éléments marquants que je détaillerai un peu plus tard dans la vidéo, dans cette partie même, Thorfinn et Einar partent se confronter à Knut pour qu'il arrête ce massacre et quitte ce domaine. Avant tout, commençons par définir ce qu'est l'amour. Vous verrez, ça aura de l'importance plus tard. L'amour, c'est comme l'aura défini Willibald, c'est ce cadavre d'un soldat mort. Ce cadavre ne ressentira plus jamais de haine ni de ressentiment. Il ne fera que le bien et ne discriminera personne. Il fera le bien en nourrissant la nature de son corps et ne discriminera personne car tous les êtres vivants tirent bénéfice de son corps. Dans ce cas, on pourrait se demander c'est quoi l'amour de parents pour leur enfant, d'un mentor pour son élève et des époux pour l'un et l'autre. En fait, ce qu'on considère comme de l'amour n'est rien de différent d'un bouffon qui essaierait de faire frire son roi, ou alors des coups de fouet qu'un maître ferait à son esclave. Si on traite une personne différemment des autres, en fait, en quoi c'est différent d'une discrimination? Voilà le paradoxe humain. Si pour nous, 15 personnes représentent le monde, alors on ne verra jamais véritablement le monde. Vous voyez un peu l'idée ou pas? Et d'ailleurs, ce passage fait aussi écho à la scène où Serpent lit la Bible au vieux maître. 隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。Et du coup, pour échapper à ce paradoxe humain, la solution est très simple. Il faudrait juste qu'on aime ceux qui nous veulent du bien tout autant que ceux qui nous veulent du mal. D'une part, chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait. Du coup, ça sert à rien de détester des gens, même si leur acte est mauvais ou dérange. Peut-être qu'ils n'ont même pas conscience, en fait. D'autre part, si on aime ceux qui nous aiment et on méprise ceux qui nous méprisent, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là-dedans? La réponse est simple, non! Enfin, des fois, si on est en colère face à une personne, c'est pas juste parce qu'on est frustré et que justement on veut mettre cette frustration sur une personne pour se satisfaire à nous-mêmes, pour qu'on se donne raison à nous-mêmes alors qu'on est en tort. C'est pour ça que c'est toujours plus simple d'exploser que de laisser couler. Bon, ça donne quoi Thorfinn contre Canute? Ça commence avec Canute qui exprime son rêve à Thorfinn. Il voudrait d'un monde où évidemment il n'y aurait pas la guerre. Alors, dans ce cas, pourquoi il en provoque autant? Pour provoquer une révolte contre Dieu. Dieu a condamné l'homme à vivre en enfer car il aura interdit leur véritable amour. C'est pourquoi il veut créer quelque chose contre la loi divine. Il veut créer un paradis sur terre. Il veut sauver un maximum de monde, un maximum de personnes, à commencer par les Vikings eux-mêmes. S'il n'est pas capable de sauver les Vikings, alors comment pourrait-il faire pour sauver le reste du monde? Oui, lui le guerrier le plus puissant des mers du Nord n'a même pas la force de Dieu, et il veut quand même se battre contre lui. Canute veut conquérir toutes les terres du monde, parce que en fait, s'il n'y a plus de terres à conquérir, alors il n'y a plus de guerre. C'est en soi un partisan du moindre mal. Il est persuadé que même si des milliers de personnes meurent, si cela permet de sauver des millions de personnes, alors peut-être que ça vaut le coup. En fait, Canute, c'est quelqu'un qui pense au futur, qui pense aux conséquences de ses actes. C'est pour cette raison qu'il tue des gens sans vergogne, parce qu'il pense que en fait, quelque part, c'est nécessaire pour atteindre son objectif. Et en voyant ça, Thorfinn ne peut s'empêcher de l'admirer. Parce que si son objectif réussit, c'est-à-dire que le monde entier va le haïr, puisqu'il a conquis le monde entier, puisqu'il a tué les proches du monde entier, en gros. Il est donc condamné à mener son combat seul. Et c'est admirable qu'il accepte ce poids et continue tout de même d'avancer dans l'idéal d'un monde meilleur. Quant à Thorfinn, en fait, d'une certaine manière, il représente l'exact opposé. Tout d'abord, son chemin est à l'antipode de celui de Canute. Toute sa vie, il n'a vécu que dans la violence jusqu'à finir par ne plus pouvoir l'accepter. Tandis que Canute, toute sa vie,
il a vécu sans connaître la violence, et c'est lui qui, à la fin, s'est dit que en fait, quelque part, la violence est nécessaire, quelque part, la violence est le seul recours. Qu'il plus est, Canute, qui est chrétien, semble avoir une aversion envers Dieu, alors que il est censé le vénérer, vu qu'il est chrétien du coup, tandis que Thorfinn, lui, semble être une figure christique, donc un représentant de Dieu. En effet, dans la scène avant sa rencontre avec le roi Canute, il doit passer par ses gardes. Et du coup, pour ce faire, Thorfinn a accepté le pari de se prendre 100 coups pour pouvoir justement passer un entretien avec le roi. S'ensuit alors la fameuse scène que tout le monde connaît. Thorfinn encaissa coup sur coup, jusqu'à finalement arriver au sang. Il avait donc réussi son pari. On pourra alors se demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à la violence par la violence? Parce que en fait, finalement, c'est juste pas la bonne solution. La violence n'est jamais la bonne solution. Et Thorfinn répond d'ailleurs très symboliquement par les mêmes paroles que son père. よく聞けトルフィン。お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。Et ces paroles nous rappellent exactement les propos de Willibald sur l'amour et de l'extrait de la Bible lu par Serpent. D'un côté, Thorfinn représente le véritable amour, car en déclarant qu'il n'a pas d'ennemis, il fait la concession d'aimer tout le monde sans distinction. Et d'un autre côté, ce passage évoque aussi la Bible, car Thorfinn, en faisant acte de non-violence et en promouvant un message de paix, incarne finalement pour moi une sorte d'être divin. Pour moi, en fait, cette scène des 100 coups équivaut à un genre de miracle divin. Enfin, cet extrait montre l'évolution de Thorfinn. À travers divers éléments, notre personnage a grandi, il est devenu meilleur, a appris de nouvelles choses et cherche désormais à se libérer de son passé. Il est passé de ce gamin ingrat à cet homme magnifique. Et face à ça, Canute, il pouvait pas faire grand chose en fait. Il pensait qu'il allait encore faire face à ce gamin aveuglé par la haine, mais non, la haine ne fait même plus partie de lui. Et Thorfinn, en disant simplement qu'il allait fuir face à ce massacre pour pas se faire tuer par le roi Canute, sa réponse en fut que plus déroutante pour le roi lui-même. Canute pensait qu'il était impossible pour un homme né dans cette société aliénante de pouvoir vaincre et surmonter ce dragon. Mais cet homme en est la preuve du contraire. C'est magnifique qu'un homme habitué à la violence connaisse une telle voie de la rédemption. Et en voyant ça, Canute ne peut s'empêcher de l'admirer. Et se remettre en question aussi. Peut-être qu'il était sur la mauvaise voie, peut-être que la violence ne peut pas tout résoudre, peut-être que d'autres hommes comme Thorfinn arriveront à naître dans cette société décadente, peut-être que pour sa conscience, c'est juste mieux d'alléger ses péchés. Parce qu'à la fin, encore une fois, qui pourrait le sauver s'il s'est battu à suivre cette voie destructrice? Il n'allait sûrement pas ajouter encore plus de boulot à Thorfinn en créant des esclaves, des malheureux, et encore plus à compter par lui-même en premier. フィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地だ。 Cette scène est magnifique. Arnaise, ne voulant plus s'accrocher à la vie, finit par succomber de ses blessures parce que plus rien ne la retenait dans ce monde. Son mari est mort et le bébé dans son ventre aussi. Alors, à quoi bon vivre dans ce monde si ça apporte que de la souffrance? À quoi bon vivre si c'est tout le temps pour être dominé? À quoi bon vivre si même le proche ne veut pas être heureux? À quoi bon être dans ce monde pourri? Mais il existe bien un endroit dans ce monde pourri où l'esclavage, la guerre ou encore le malheur n'y a pas encore mis pied. Le Vinland. Arnaise, comme des milliers de personnes, a beaucoup trop souffert. C'est pourquoi Thorfinn et Einar ont fait le serment de créer une terre pour tous ceux dont la mort serait en fait une forme de bonheur. Afin que dans ce monde où la souffrance est prédominante, il existe un endroit qu'on a tous besoin. Un endroit où ce n'est pas la violence qui règne, mais bel et bien l'amour. Voilà qu'annonce le début d'une longue épopée, celle du Vinland. Bref, l'arc de la ferme se conclut avec un Thorfinn qui va pour l'Islande. Et avant ça, il y a le personnage de Ormar qui va remercier Thorfinn pour tout ce qu'il a effectué, parce que c'est lui qui a sauvé la ferme d'un plus grand désastre quand même. Et pour moi, quelque part, en fait, ce personnage, c'est la caricature du mec qui pense à la guerre, qui veut vivre de ça. C'est à cause de bêtises quand même que la ferme de Ketil a fini par se faire écraser par l'armée de Canute. Et celui-ci s'était en fait à la fin rendu compte que la guerre et la violence, c'était vraiment pas très beau à voir. Tout ça, c'est grâce à l'influence de Thorfinn, et grâce à ça, il a fini par choisir le bon chemin et lui aussi grandir. Et comme leur a dit le vieux maître, Ketil a peut-être perdu toute sa fortune, mais au moins son fils est devenu un vrai homme. Et de plus, lors du départ de Thorfinn et son équipe, Serpent révèle son vrai nom à Thorfinn. Et symboliquement, ça marche. En donnant son nom,
Ça montre que Serpent, lui aussi, il a été marqué par Thorfinn, et lui aussi décide de lâcher les armes, d'arrêter sa vie de mercenaire pour enfin être sur le bon chemin. Je trouve personnellement la fin de cet arc vraiment poétique, avec notamment ce poème-là. Grave-le, grave-le sur ton corps, grave-le sur la terre, grave-le sur les mers, grave-le sur tes ennemis, grave-le sur tes proies. Grave-le encore et encore. Grave ce que tu ressens en moi. Grave cette rencontre en moi. Ce poème-là, il apparaît 2 fois. Une fois au début de l'anime, sauf qu'il il est dépeint de manière assez péjorative en montrant des scènes plutôt dures, comme pour dire qu'il faut laisser une trace physiquement parlant, alors qu'à la fin de l'épisode 23, il est réutilisé pour cette fois-ci montrer à quel point l'influence d'une personne peut avoir de l'impact, et là aussi en même temps un message d'espoir, comme pour dire qu'il faut finalement laisser une trace mentalement parlant. Non, franchement, pour moi, l'épisode 23, c'est le meilleur épisode de la saison 2 et le meilleur épisode tout court de l'anime de Vinland Saga en fait. S'ensuit après une petite interlude où Thorfinn revoit sa famille pour la première fois depuis longtemps, pour la première fois depuis 16 ans en fait. Et après des retrouvailles assez émouvantes et drôles, Thorfinn leur a tout raconté. Il leur a raconté toute cette histoire de guerre, de haine, de mort, de destruction, de désespoir, de regret, de tristesse et de renaissance. Thorfinn devait donc partir au Vinland, là où toutes les âmes qu'il a tuées pourront reposer en paix dans cette terre sans guerre. Commence donc la quête du véritable guerrier et aussi en fait celui du voyage millénaire. On est en Norvège et on suit une famille de charpentiers dans un village. Dans ce village, on découvre une jeune fille du nom de Hilde qui est passionnée par la mécanique et la construction d'objets. Et tout va bien dans cette famille. Ils se retrouvent autour d'un bon repas pour parler de leur journée. La mère de Hilde se plaint du fait que Zézé ne sait pas faire ce qu'une femme doit normalement savoir faire, mais son père dit que c'est tranquille si elle n'a pas envie de faire ce qu'une femme doit faire, et que si elle a envie, elle travaillera juste à l'atelier. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, après tout. Toutefois, ce bonheur sera interrompu par l'arrivée des mercenaires de Askeladd. Ceux-ci avaient pour mission de tuer le père de Hilde parce qu'ils faisaient leur job, après tout. Et toute sa famille s'est faite massacrer au final. C'est comme ça, le monde a toujours été ainsi. Il y aura toujours des proies et toujours des chasseurs. C'est ce que Thorfinn lui dira quand elle lui demanda pourquoi il faisait toutes ces horreurs. Ainsi, son rôle en tant que proie sera de éternellement fuir face aux chasseurs et donc constamment se faire oppresser. Mais sa rencontre avec un chasseur qui va l'élever changea radicalement sa vie. Elle, qui est chassée, est maintenant devenue chasseur. Ce que je trouve intéressant dans le personnage de Hilde, c'est qu'elle était écrite de sorte à ce qu'elle soit le reflet parfait de Thorfinn. Tout comme lui, elle avait aucun problème dans sa vie jusqu'à ce que les murmures de la guerre finissent par eux aussi toucher son village, et tous ceux qui lui sont chers par conséquent. Et encore une fois, comme Thorfinn, c'est à cause de Askeladd qu'elle a tout perdu. Sauf qu'ici, c'est Thorfinn qui jouera le rôle de Askeladd. C'est lui qui tuera son père et lui imposera sa vision du monde, en lui disant que tout n'est que chasse. Comme Askeladd l'aura d'ailleurs fait pour Thorfinn, lui qui se moque de l'honneur, forcera Thorfinn à vouloir le tuer dans l'honneur afin qu'il puisse venger son père de la meilleure façon. C'est à cause de ça que pour Thorfinn, le meurtre était devenu quelque chose de banal. Et d'ailleurs, c'est aussi à cause de Thorfinn que pendant 8 ans, elle n'a vécu qu'à travers la chasse sans jamais avoir pu rêver d'une vie ordinaire. Pendant tout ce temps, seule la vengeance dictait sa vie. Elle ne vivait qu'à travers le prisme de sa haine, comme ce petit garçon de 10 ans dont la vie n'avait aucune autre couleur que le rouge. C'est pour cette raison que quand elle le revit, après tout ce temps, il y avait juste 3 mots qui lui étaient en tête. Vengeance, vengeance, vengeance. Sauf que on a vu la seconde saison de Vinland Saga, alors on sait que vivre à travers la colère n'est jamais bon. Et Thorfinn, lui, ça avait pris 15 ans pour s'en rendre compte. Il devait donc apprendre quelque chose à cette personne. Quoique, le but de Thorfinn, c'est de porter toutes les personnes qu'il a tuées afin que leur âme puisse être en paix au Vinland. Et à cause de ça, il est persuadé qu'en fait sa vie n'a aucune valeur, parce qu'il serait juste un genre de vaisseau pour que toutes ces âmes puissent trouver le repos. Mais face à une conséquence directe de son passé, est-ce qu'il a vraiment le choix de lui demander pardon ? C'est pour cette raison que face à Hilde, il s'était dit que si sa mort pouvait calmer cette âme tourmentée qu'il a lui-même créée, alors pourquoi pas mourir finalement ? Et c'est en se rappelant des paroles de ses mentors que Hilde a fini par renoncer à tuer Thorfinn. Ce passage est important, je trouve, vraiment. Je pense qu'on peut en fait mettre en miroir les deux mentors de Hilde avec ceux de Thorfinn. Évidemment, en fait ça se voit même un peu, je trouve. Son père, tout comme Thor, disait à Hilde qu'il faut toujours pardonner les gens, peu importe leurs péchés. Un peu comme le No Enemies qui nous dit simplement qu'il faut considérer personne comme notre ennemi et donc pardonner tout le monde. Ensuite, on peut aussi faire un rapprochement entre le personnage du chasseur et de Askeladd. Parce que ce sont eux aussi qui, à la fin de leur vie, leur ont dit que ça sert à rien de s'accrocher à la haine, parce qu'en fait, ça va juste nous rendre aveugles. Comme le dit d'ailleurs très bien une citation de Vagabond. Quand l'esprit est attiré par une feuille, l'œil ne voit pas l'arbre. Quand l'esprit est attiré par l'arbre, l'œil ne voit pas la forêt. En se focalisant uniquement sur la haine, en fait, ils ne verront tout simplement plus le monde. Parce qu'en fait, même une fois leur objectif réussi, qu'est-ce qu'ils feront après ? Et ça, en fait, c'est tout le propos de l'arc de la ferme où Thorfinn renaîtra et trouvera un nouvel objectif. Sauf qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle il n'a pas cédé à la haine. Et ça, je pense que c'est la vraie raison.
C'est simplement parce qu'elle est adulte en fait. Et oui, c'est assez bête, mais je pense qu'en fait, vraiment, c'est ça la raison principale du renoncement de Hill. Elle sait très bien que succomber à ses sentiments n'amènera à rien de bon. On aurait très bien pu imaginer un scénario où Thorfinn serait mort et que ses camarades auraient peut-être cherché à le venger, t'empêchant donc le cycle de la vengeance, qui est en fait vraiment mauvais. Et ça, Hill, rétrospectivement, en tant qu'adulte, elle le sait que c'est pas bon de s'accrocher à ce sentiment si puissant, mais en même temps si destructeur. Et que aussi que perpétuer ce cycle, c'est pas bon non plus en fait. Finalement, c'est peut-être justement le rôle des adultes de ne pas céder à la facilité, de prendre sur soi-même, en plus de mieux éduquer les enfants. Et ouais les mecs, Thorfinn, quand son père il est mort, il devait avoir genre 16 ans. Du coup il sait pas encore très bien c'est quoi le bien et le mal, la différence justement entre le bien et le mal. C'est pour ça que plus tard, il a tué des gens sans hésiter, parce que juste il a grandi dans ça, il a baigné dans ça. Il n'a jamais appris que tuer quelqu'un, c'était quelque chose de fondamentalement mauvais. Alors que il, au moment de sa rencontre avec Thorfinn, elle devait avoir genre 22 ans. Du coup, elle a eu le temps de se dire que juste tuer quelqu'un, c'est vraiment pas cool. Et moi je pense que finalement, c'est au rôle des adultes de briser le cycle de la haine et tout type de cercle vicieux et de faire de ce monde un endroit meilleur. Dans la suite de l'histoire, alors que Thorfinn veut se mener sa vie de marchand tranquillement, il sera mené à une guerre de succession où il sera forcé d'intervenir. Preuve encore une fois que le passé n'oublie jamais. Et alors qu'il est poursuivi par des vikings qui veulent sa mort, Thorfinn est encore une fois obligé d'user de la violence. Il était pourchassé parce que il avait simplement refusé d'être à la tête des hommes vikings. Parce que pour lui la guerre c'était fini. Mais en choisissant de se battre à ce moment-là, Thorfinn a laissé le guerrier en lui reprendre surface encore une fois. En se moquant des soldats et en leur montrant qu'il était meilleur qu'eux, Thorfinn a juste fait preuve d'orgueil. Et on sait tous que l'orgueil c'est pas quelque chose de bon. On le sait tous parce que déjà c'est un péché capitaux. Et la preuve de tout ça, c'est que, alors que même s'il avait sauvé une famille, la mère de cette famille avait tout de même peur de lui. Parce qu'elle voyait encore en lui le loup sans pitié tuant ses proies. Comme quoi, en fait, la violence ça apporte jamais rien de bon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, juste après, il apprend qui était à l'origine de la mort de son père. Et une rage sans nom avait alors pris possession de son corps. Il aimerait se venger, ce serait l'ordre naturel des choses selon les règles d'honneur des vikings. Mais je pense que c'est en fait, ce serait simplement céder face au dragon. Parce que c'est juste ce que tout le monde pense comme étant la norme. Alors qu'on sait tous que fondamentalement, la violence et la vengeance, c'est vraiment mauvais. Mais la colère, c'est l'émotion la plus dure à contrôler. Et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'être énervé contre quelqu'un, alors qu'on sait que fondamentalement, personne n'est en tort. Thorfinn aime autant ne plus céder à la haine, mais c'est affreusement dur de rester calme alors qu'on a envie de bouillonner. C'est là qu'a lieu l'une de mes scènes favorites, toute œuvre confondue, je pense. La colère m'a envahi, c'est terrifiant. Quand est-ce que je pourrais enfin devenir quelqu'un d'autre? Je voudrais tant devenir quelqu'un de plus gentil. Je voudrais tant devenir quelqu'un de plus fort. Dans cette scène où Thorfinn disait qu'il aimerait simplement devenir quelqu'un de plus doux, quelqu'un de meilleur, je crois que véritablement, c'est à ce moment-là qu'il a obtenu une place particulière dans mon cœur. Je pense aussi que c'est pour cette raison que d'ailleurs cette scène soit devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Parce que si on regarde les commentaires de la fameuse vidéo où Thorfinn apparaît avec Aruanian Dance en fond, on voit bien que dans les commentaires, déjà, il y en a des milliers, ce qui montre bien que Thorfinn a inspiré des milliers de personnes. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que le véritable guerrier, il a une influence positive sur tous ceux qui l'entourent. Bon voilà, moi j'ai un petit problème, c'est que je suis un mauvais perdant, mais genre pour de vrai. Et je parle pas de perdre sur des jeux vidéo comme League of Legends, parce que ça, en vrai, je m'en bats les couilles. Mais genre, je parle plutôt de perdre en sport d'équipe comme le rugby ou le handball. Et du coup, moi, quand je perds, un petit problème, c'est que au lieu de me dire putain, je suis pas très bon et tout, je m'énerve sur les autres. Et en plus, pour de la merde, parce que des fois, juste on tombe sur des gens meilleurs que nous et on peut rien faire quoi. C'est normal, on peut pas toujours gagner. Et donc, ce que Thorfinn m'a appris, c'est que des fois, c'est tranquillou, c'est pas si grave. Et qu'à s'énerver, ça rapporte jamais rien de bon. Parce que en plus, le pire c'est qu'à chaque fois quand je m'énerve, j'ai envie de m'excuser parce que je me sentais mal d'avoir laissé mes émotions sortir à ce point-là. Et comme dit avant, c'est toujours plus simple d'exploser que de laisser couler. Et si on prend comme un exemple personnel, en fait c'est assez simple de dire que Thorfinn est un personnage qui m'a fait réfléchir. C'est pourquoi on va vite fait s'intéresser à la philosophie de Spinoza pour comprendre à quel point l'évolution de Thorfinn est quelque chose de marquant et que pourquoi c'est un personnage marquant justement. L'un des piliers de sa philosophie se caractérise d'ailleurs par la différence qu'il y a entre le pouvoir et la puissance. Plus de pouvoir signifie qu'on veut devenir une personne meilleure que les autres, c'est comme vouloir grimper une montagne pour que le monde te voie, alors que vouloir plus de puissance, c'est vouloir être meilleur, c'est comme grimper une montagne pour voir le monde. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que je maîtrise pas assez le sujet. Mais en gros, dites-vous que l'un cherche toujours plus, tandis que l'autre se contente.
Donc, en reprenant ce qui a été expliqué avant, des personnages comme Torkel sont en fait en quête de pouvoir. Parce que pour eux, ce serait le seul moyen de s'amuser, parce que comme ça, ils sont toujours plus puissants et ils pourront toujours faire plus de guerres. Sauf qu'être en quête de pouvoir, c'est quelque chose de profondément égoïste, parce que c'est quelque chose qui te pousse à toujours vouloir plus, toujours vouloir être plus gourmand, toujours vouloir prendre aux autres. Alors que lui, Thorfinn, depuis l'arc de la ferme, il est en fait en quête de puissance. Il ne cherche pas à assouvir son autorité comme le prouve le passage où il dit juste qu'il va fuir. Il veut juste trouver la voie lui permettant de devenir quelqu'un qui est capable de se dire « Ok, je suis content d'être la personne que je suis aujourd'hui. » Et ça, en vrai, c'est beau quand même. Je pense que vraiment, on préfère être en quête de puissance qu'en quête de pouvoir, parce que comme on peut le voir, Thorfinn a quand même l'air beaucoup plus heureux que des personnages comme Torkel ou encore Garm, dont on parlera un peu plus tard d'ailleurs. Mais ce sera pas aussi simple, parce que après tout, même Thor, qui avait pourtant fait le même serment que Thorfinn, à savoir celui de ne plus se battre, avait quand même gardé une épée dans un coffre au cas où. Lui qui détestait la guerre plus que tout, n'a même pas pu jeter la cause principale de la guerre, c'est assez paradoxal en fait. Est-ce que finalement le changement n'est pas possible? Est-ce qu'on est toujours condamné à être la même personne? Est-ce que Thorfinn arrivera à ne plus céder face à l'appel de la guerre? Est-ce que Thorfinn réussira là où son père a raté? Ce sont les questions qu'on se posera pour la partie qui arrive. Sa rencontre avec Floki marque un tournant dans sa vie. Il apprendra deux choses fondamentales. Alors qu'il disait en parlant de Carly que la vengeance n'apportera jamais la paix, parce que si une personne en tue une autre au nom de la vengeance, alors des gens forcément voudraient venger la personne morte, créant donc un cercle vicieux. Sauf que c'est bien beau ce que dit Thorfinn, mais souvent on conseille en jouant ce qu'on a en fait le plus envie de nous-mêmes entendre. Alors, est-ce qu'il arrivera lui-même à appliquer ses conseils? Pas trop. Parce que, face à Floki, une colère noire l'avait emporté. Il n'arrivait même plus à réfléchir. En se laissant ainsi gouverner par sa haine, c'était comme si finalement le Thorfinn d'avant avait ressurgi. D'ailleurs, même Gudrun ne l'avait pas reconnu, tellement il était différent de la version douce et gentille qu'elle connaissait, elle. Et alors que Baldur était venu pour protéger Floki, et qu'il a expliqué à Thorfinn que en fait, Floki il avait fait tout ça pour son bonheur à lui, Thorfinn avait fini par se calmer. Il n'a pas le droit de tuer Baldur, parce que Dieu c'est un gosse, et que en plus c'est un bon. Et il n'a pas le droit de se venger, parce que sinon ça donnerait raison à Hild, et donc la mort de Thorfinn. En plus de ça, assouvir sa vengeance ne le rendra pas plus paisible non plus, en plus du fait que c'est certainement pas le bon choix pour se rapprocher du véritable guerrier. Et ce que je trouve encore plus intéressant dans ce moment-là, dans ce passage, c'est que Thorfinn brise son épée. À ce moment-là, peut-être symboliquement, il s'était rendu compte qu'à partir du moment où il y a une arme, alors on l'utilisera pour faire la violence. Donc, pour s'entraver et éviter qu'on utilise la violence, justement, il faut briser les armes, il ne faut pas avoir d'armes. Comme étant dit d'ailleurs dans l'un de mes webtoons préférés, les armes sont à l'origine de la guerre et de la violence. Donc, sans armes, pas de guerre ni même de violence, finalement. Et même face à Garm, Thorfinn a choisi de ne pas utiliser d'armes. Comme ça, aucun risque de blesser sérieusement son adversaire. Et cette scène où Thorfinn jette son couteau fait bien sûr écho à la scène où Thor jette son épée face à Askeladd. Cette scène d'ailleurs montre que Thorfinn est encore plus proche du véritable guerrier que ne l'était son père. Alors que contre Askeladd, Thor il était obligé de compter sur son épée pour le combattre, Thorfinn quant à lui décide de ne même pas utiliser d'armes face à un adversaire au moins aussi fort que Askeladd. Montrant donc bien que Thorfinn a trouvé le moyen de ne plus faire usage du dernier recours comme son père. La solution était juste d'énerver assez son adversaire pour qu'il perde le contrôle et de le maîtriser ensuite avec calme. Thorfinn avait utilisé la même méthode que Askeladd, montrant bien son influence sur celui-ci. C'est quand même grâce à Askeladd que Thorfinn a pu surmonter ses traumatismes et permis de résoudre le problème de comment battre un adversaire à main nue. La solution, elle est très simple, tu protèges ta vie sans prendre celle de l'adversaire et tu gagnes, c'est tout. Mais au final, c'est quoi être un véritable guerrier? Parce qu'on sait que ça, en gros, c'est ce que Thorfinn veut devenir. Mais concrètement, ça signifie quoi? Est-ce que ce sera un genre d'état? La réponse est non. En fait, être un véritable guerrier, c'est une mentalité. On ne naît pas comme un vrai guerrier, on le devient. Et pour ça, en fait, il faut avoir réalisé plusieurs choses. Imaginons que d'un côté, il y a la raison et de l'autre le sentiment. À votre avis, c'est quoi qui nous rendrait le plus heureux? Est-ce que ce serait de toujours faire ce qui est le plus juste, ou alors ce serait de toujours faire ce qu'on a envie? Si on prend des personnages comme Torkel ou Garm, eux, ils n'écoutent que ce que leur cœur dit, ils ne font que ce qui satisfait leur désir immédiat. Ils veulent que se battre, tout le temps. Pour eux, ce serait la seule forme de bonheur. D'un côté, on peut se dire qu'ils sont tous les deux comblés heureux parce que en fait, ils vivent dans un monde rempli de guerriers. Et d'un autre côté, quand on les voit, est-ce qu'on se dit vraiment qu'il suffit juste de satisfaire nos désirs immédiats, de se battre et tuer des milliers de personnes pour que notre boîte de bonheur se remplisse? En fait, leur bonheur à eux, c'est comme une boîte creuse. S'ils veulent être heureux, ils doivent constamment remplir la boîte, constamment avoir quelque chose là-dedans. Sans quoi, ils créeront juste de colère parce que ils n'auront rien, ils n'auront pas ce qu'ils veulent, ou alors ils agiront de manière impulsive pour justement avoir ce qu'ils veulent. Ce sont en gros des enfants. Et des personnages comme Thorfinn sont en fait en miroir complet par rapport à ces personnages.
Tandis qu'eux ont un cœur d'enfant et ne voudront jamais changer cette situation parce que ça leur va bien. Thorfinn, lui, il essaie de changer. Il essaie d'agir selon ses sentiments tout en sachant ce qui est bon ou mauvais. Et personnellement, je trouve que ce sont ces personnages, comme lui, qui sont beaucoup plus intéressants. Ils ont une histoire à raconter, et ils ont des remords et des regrets. Malgré tous ses doutes, il a envie de devenir une personne plus gentille, une personne plus douce, une personne meilleure qu'avant. Thorfinn est juste plus humain que tous ces enfants qui cherchent juste à se divertir. Il veut s'améliorer de jour en jour. Et finalement, c'est pas ça vouloir être un adulte. Grandir, faire le bien, avoir quelque chose qui dirige notre vie, avoir un but, être une personne que les autres aiment, être une personne capable de s'aimer soi-même. C'est un peu ça l'histoire de Thorfinn. Il était passé par tous les stades. Un jour il était violent, un autre jour il s'est demandé s'il avait vraiment le droit de vivre. Encore un autre jour il avait décidé de ne plus utiliser la violence. Plus tard il avait raconté son histoire, ses projets à sa famille. Et aujourd'hui il s'est rendu compte des dangers des armes et de la difficulté de sa quête. Est-ce que finalement le changement est possible? Est-ce que Thorfinn cédera toujours face à la vengeance? Non, évidemment que le changement est possible, et heureusement que le changement est possible, en fait. Yukimura lui-même le dit. 人間は変われるのかということです。自分の意思で自分の望む方へ変わることができるかどうか、僕は大いにできると思います。成長するっていうことが人間の希望だと思います。今日できないことは明日できるようになるかもしれない。今日ダメだったことは明日反省できるかもしれない。ずっと変わらなかったら悪いことも変わりません。だから変われるということを説得力を持って書けたらいいと思っています。Quand j'étais enfant, mon père m'a dit une chose. Tu n'as pas d'ennemis. Il n'y a personne au monde que tu devrais blesser. Je comprends à présent ce que ça veut dire. J'ai envie de suivre cet idéal, mais c'est si difficile. Oui, la voie que Thorfinn a choisie est difficile, mais c'est justement parce que c'est difficile qu'à la fin ce sera que plus gratifiant. Et malgré la difficulté de la voie que Thorfinn a choisie, il a bel et bien changé. Thorfinn est devenu un homme si bon que même quelqu'un est tombé amoureux de lui. Si ça, vraiment, c'est pas la preuve de l'évolution de Thorfinn. Pardonnez cette question indiscrète, mais y a-t-il parmi vous des gens pauvres et inquiets pour leur avenir? Y a-t-il parmi vous des esclaves ou des gens qui souffrent de persécution? Y a-t-il parmi vous des gens pris dans le conflit et la vengeance et qui sont fatigués du cercle vicieux de la violence? Y a-t-il des gens qui rêvent de fuir en assassins? Y a-t-il des gens parmi vous qui souffrent d'oppression? Y a-t-il parmi vous des gens qui ne savent plus quoi faire? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est fatigué de son quotidien? Y a-t-il parmi vous un harcelé, un marginal, ou encore quelqu'un qui se sent simplement seul? On a tous rêvé de vouloir partir quelque part d'autre, sans savoir qu'en fait notre place est ici et nulle part ailleurs. Voilà, des fois tout nous pousse à se dire que ce monde est merdique. C'est pour ça qu'on rêve d'un endroit où on sera nous-mêmes, d'un endroit où être heureux est possible pour nous. Mais le dragon nous empêche d'être ce que l'on veut. Il nous force à faire un travail qui nous plaît pas, nous force à faire des études qui nous plaisent pas. Tout ça juste pour pouvoir gagner de l'argent parce que ce serait ce qui nous rend heureux. Non, c'est vraiment pas ça. Le bonheur, par essence, est quelque chose d'intangible qui peut pas être touché. Alors c'est forcément quelque chose d'immatériel. Donc comment faire en sorte que le dragon, la société elle-même, sorte de cette matrice? Et pour ça, on va comparer trois visions du monde qui sont radicalement différentes, ou peut-être pas, je sais pas encore, pour savoir laquelle serait justement la plus apte à rendre le plus de monde possible heureux. Tout d'abord, Ivar nous dit que dans une société, le militarisme est quelque chose de nécessaire. Selon ses propres dires, si on a plus de force qu'eux, ça me gêne pas, mais si on en a moins, alors ça le fait pas. Donc pour lui, sans force, il serait impossible d'avoir des relations équitables parce que ça signifierait qu'à tout moment, une relation entre deux personnes peut passer d'esclave à maître si cet équilibre se brise. Si l'un a plus de force que l'autre, alors il chercherait irrémédiablement à user de la violence pour dominer l'autre. En fait, pour lui, un État ne peut être en paix que s'il arrive à dominer ses ennemis au niveau de la puissance militaire, entre gros guillemets. Cette puissance militaire est d'ailleurs représentée symboliquement par les épées qui sont en gros des armes. Sauf que Thorfinn nous dit que si on possède une arme, donc une épée, alors forcément on l'utilisera dans certaines situations, parce que tant qu'on l'aura à portée de main, rien ne garantit qu'il ne sortira pas du four. Bon, après faut que je nuance mes propos, parce que là, en gros, je suis en train de dire que la guerre, c'est à cause des armes, et que du coup, si on a des armes, on fera une guerre. Alors que bon, une guerre est souvent due à un contexte, entre guillemets, géopolitique assez marqué. Du coup, la guerre, c'est pas juste des débiles qui jettent des KO, il y a beaucoup plus de raisons que ça.
Des fois, on sera en colère pour une raison débile, et bah des fois c'est compréhensible, ou pas d'ailleurs, et on le sera tellement en colère qu'on voudra tuer notre ennemi, parce que la possibilité de tuer quelqu'un existe avec les épées. Sauf que céder face à cette possibilité signifie perpétuer le cycle de la vengeance, car la colère appelle la colère, et la vengeance appelle la vengeance. Ça, c'est ce que Thorfinn avait compris dans sa voix du véritable guerrier. Et puis même, une paix obtenue grâce à la violence n'est pas une paix véritable, puisque ça signifie qu'on a gagné et que quelqu'un a perdu, donc qu'on a fait du mal à quelqu'un et que quelqu'un veut se venger. Et tout le monde sait aussi que la guerre c'est mauvais et que ça règle pas tout. Le contre-exemple parfait de cette idée est la trêve de Noël 1914. Ce jour-là, des centaines de personnes avaient décidé d'arrêter de faire la guerre parce que c'est quelque chose d'horrible pour simplement faire une bataille de neige, se saluer ou encore faire un match de foot. Vraiment, je vous promets, renseignez-vous sur ce sujet, c'est super touchant, what the fuck. Cette rêve a eu lieu parce que quelqu'un a eu les couilles de faire le premier pas. Ce n'est qu'en faisant le premier pas, en choisissant la paix, et c'est ce qu'il y a de mieux pour tous, que le monde deviendra un endroit meilleur, je pense. Et puis, même Ivar dit que Thorfinn a raison. Sauf que, pour lui, le monde serait déjà en paix si tous les leaders pensaient comme lui. En fait, il ose juste pas choisir la voie la plus dure pour faire celle des armes, parce que le monde a toujours été ainsi, donc c'est la solution la plus simple, entre guillemets. Mais c'est difficile de faire en sorte que tout le monde soit satisfait d'une décision. C'est pour cette raison que l'humanité a inventé la démocratie, littéralement le pouvoir du peuple. Bien que la démocratie semble être un système parfait, parce que c'est justement le peuple qui choisit son gouverneur, et que ce même gouverneur n'a pas tous les droits, il y a quand même des inconvénients, des gros inconvénients même, je trouve. Tout d'abord, la démocratie est un système très fragile car elle repose sur un humain et l'homme n'est pas du tout fiable. Ça, je pense que tout le monde le sait. Parce qu'il y a tout simplement plein de choses qui font qu'on fera un choix et pas un autre. Comme les différents biais cognitifs, dont le biais de conformité qui fait qu'on a tendance à suivre le groupe plutôt que notre propre opinion. Et ça, il y a des exemples parmi plein d'autres. Bon, je prends l'exemple de la France parce que c'est un exemple que je connais bien vu que je suis français. Est-ce que vous avez vu le nombre de candidats qui se présentent? Est-ce que vous pensez vraiment que l'un d'eux vous représente vraiment? On est tous si différents les uns des autres que finalement c'est difficile pour un seul candidat de représenter des milliers de personnes. Et même pendant le second tour, on a tous voté pour Macron, non pas parce que son programme nous plaisait ou quoi, hein. On l'a voté juste parce que il est ni raciste ni un voleur. Donc bon, à partir de là, moi je considère que si on vote pour une personne simplement parce que c'est mieux qu'un autre, alors elle ne représente pas vraiment. C'est pour cette raison qu'au final, pour moi, aucun système politique n'est parfait. Tous ont des défauts. Bon, ok, ça s'attend peut-être un peu plus quand même. Un peu, juste un tout petit peu. Du coup, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Et est-ce qu'il existe même un genre de système qui fait que tout le monde sera satisfait? Et si on dépendait des autres au point de ne plus pouvoir vivre sans l'autre? De même que l'éleveur de moutons a besoin d'un chaudron et que le forgeron a besoin de manger, si ces deux-là sont en froid, comment est-ce qu'ils feront pour vivre? Est-ce que nous aussi, pour vivre, il ne faudra pas qu'on dépende des autres? Pas vraiment dans le sens où on doit baser notre vie autour de quelqu'un, ça pourquoi pas, c'est à vous de voir, mais plutôt dans le sens où il faut qu'on se dise que chacun a quelque chose à nous apporter. Et puis, même si la personne est un déchet, le pire être humain que vous avez jamais croisé, il faut se dire comment on sait quelle est la bonne façon de faire et ce qu'il faut moins faire. C'est pour ça d'ailleurs je pense que dans les bonnes histoires on s'attache autant aux vilains. Ils ont chacun des raisons de faire ce qu'ils font parce qu'ils ont une histoire triste qui explique comment ils sont arrivés là. Ils représentent au final ce qu'il y a de pire de notre société, tout comme le Joker qui était persécuté ou encore Reign qui voulait juste sauver ses proches. Voilà, chacun de ces vilains, à travers leur histoire et à travers les divers points de non-retour qu'ils ont pris, nous disent quelle décision est la bonne en fonction de quelle situation. Après, moi je pense que dans tous les cas, ça sert à rien de détester les gens. Certains sont fous et c'est à nous de leur faire comprendre là où ça va pas, soit certains sont trop fous et dans ce cas-là, on les calcule pas quoi. Je pense qu'il faut pas qu'on s'obstine à vouloir sauver tout le monde parce que la tâche elle est juste impossible, on est trop frères. La priorité c'est de s'occuper des gens qui ont une réelle valeur pour nous et peut-être que petit à petit, à force d'influencer les autres autour de nous, eux aussi commenceront à le faire aux gens qui les entourent. Peut-être qu'ainsi de suite, un cercle vertueux va bien finir par se créer et que le monde finira bien par changer. C'est d'ailleurs de cette manière que Thorfinn a réussi à convaincre Halfdan de laisser partir Cordelia au Vinland. Il a fait en sorte que sa proposition soit si alléchante que Halfdan ne pouvait pas la refuser. La proposition de Thorfinn avantageait à la fois Halfdan, Cordelia et lui-même. Ainsi, le secret de la codépendance est de discuter pour se comprendre. En fait, ça revient à l'idée de premier recours, la solution pour que tout le monde soit heureux et qu'il n'y ait aucun blessé. C'est avec ces idées que Thorfinn embarqua pour le Vinland. On pourrait s'imaginer que la conquête du Vinland démarre avec de bons auspices, notamment grâce à cette scène qui a eu lieu au début de l'arc. Et je pense que vous savez de quelle scène je veux parler. Je pense que vous savez très bien de quelle scène je veux parler.
Genre la scène, bah elle est tellement évidente que juste, bah je l'ai accroché dans ma chambre quoi. Les genre, non, là, là, vous voyez ou pas? Ici là, non, là, voilà, ici, bah voilà, je l'ai accroché là. En fait, je pense que bah, c'est important de montrer cette scène de pardon au début de l'arc pour montrer que c'est bon. Thorfinn a bel et bien fini par expier ses péchés et que maintenant, il peut enfin créer la vie au lieu de la détruire. C'est d'ailleurs assez symbolique que dans le même chapitre, Thorfinn crée la vie tout en se faisant pardonner d'en avoir pris une. Peut-être qu'en voyant Thorfinn avoir une famille, il s'est dit qu'elle ne pouvait pas le tuer justement parce que celui-ci a maintenant une famille et que c'est bon, ça sert plus à rien de perpétuer le cycle de la haine. Peut-être que s'accrocher à sa colère n'a aucun sens face à cet homme qui sait plus que racheter. Peut-être qu'il mérite le pardon et que tout le monde, avec des efforts, mérite le pardon. Thorfinn, je te pardonne. Tu en as assez fait. Je n'ai plus de colère en moi. Tu as travaillé dur pour te libérer de la malédiction de ma vengeance. Tu t'es battu admirablement. Tu es un vrai guerrier. Mais pourquoi cette scène elle est aussi belle alors? Pourquoi cette scène est autant populaire dans la communauté de Vinland Saga? Eh ben c'est très simple, ça montre juste ce que veut raconter en fait Vinland Saga, ce que veut raconter Yukimura. Ça montre juste que, encore une fois, le changement est possible et que même celui qui veut se venger peut changer. Parce que Hilde, en voyant Thorfinn, elle voulait tout le temps le tuer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, elle a fini par le pardonner parce qu'elle a vu que celui qui a tué son père, Thorfinn, est devenu quelqu'un de profondément gentil, quelqu'un qui a une famille maintenant, quelqu'un qui a même un enfant maintenant. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que cette scène elle est magnifique. C'est juste que ça porte le message principal de Vinland Saga. Le changement est possible et que l'amour vaut mieux que la guerre. Suite à ça, on pourrait penser que la situation avec les natifs qui semble pourtant très bien commencer, avec notamment Thorfinn qui applique ses idées de codépendance en donnant des choses aux indigènes qui ne connaissent pas, tout en essayant d'apprendre leur langue pour pouvoir discuter avec eux, va bien finir. Et je pense que c'est ce que l'auteur veut nous faire croire, parce que on dirait que ça marche, même si parmi les nus, certains semblent réticents, tous sont curieux face à l'arrivée de ce nouveau peuple, face à l'arrivée des Norrois, et ils étaient tous prêts à les accueillir. D'ailleurs, le village qu'ils ont créé se nomme Arneis, comme pour dire que cet endroit était assez symboliquement dédié aux nombreuses personnes qui, comme Arneis, avaient souffert des ravages de la guerre, comme pour dire que finalement c'était un village de la paix, un village où la guerre n'est plus. D'ailleurs, tous aussi voulaient la prospérité de ce village, et même les nus s'intéressaient à la culture nordique et à leurs bienfaits. Mais c'est juste le calme avant la tempête. Et il y a un personnage qui ne semble pas vouloir des Nordiques sur ces terres, il s'agit du personnage du chaman, c'est mort, je prononce pas son blaze. Au début, avec ses visions, il voulait pas influencer son peuple parce qu'il jugeait que malgré le futur à venir, c'est au groupe de décider vis-à-vis des Nordiques, même si le futur est mauvais, parce que c'est au groupe d'assumer les conséquences de leur choix. Pourtant, au fur et à mesure de ses visions sur le futur, le chaman est finalement revenu sur son idée et a décidé lui-même de confronter les Nordiques parce que pour lui c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Cette décision est égoïste et paradoxale à la fois. Lui qui s'était dit que l'opinion du groupe de la démocratie, en gros, était ce qui apportait le plus, a finalement, en tant que leader spirituel de sa tribu, fait ce qui était pour lui la meilleure chose à faire. Ce qui revient finalement sur l'idée de l'instabilité de la démocratie, parce qu'il suffirait que le leader fasse un choix sans penser à celui des autres pour que ça ait des conséquences énormes. Je pense juste que peut-être certains n'arrivent pas à évaluer à quel point une guerre est vraiment quelque chose de pas bien. Évidemment, je parle pas de vous, parce que vous avez eu Vinland Saga et vous avez suivi toute l'évolution de Thorfinn, donc c'est logique que vous savez que la guerre, en gros, c'est pas bien. Je parle plutôt des personnages comme Ivar qui pensent que ce sont eux les plus forts, et que du coup, les plus forts doivent dominer et diriger les troupes. Et d'ailleurs, Ivar il se croit vraiment stylé en disant ça, alors qu'il a juste l'air d'être un gros débile. C'est d'ailleurs parce que Ivar semble aimer la guerre que le marin le frappe. Parce que, en fait, celui-ci ne sait pas l'ampleur d'une guerre. Pour lui, il a fait le bien parce que le chaman semblait menacer Thorfinn. Sauf que Thorfinn n'a rien demandé à Ivar, et Ivar a agi de manière égoïste. C'est son égoïsme et le fait qu'il portait une épée qui fait qu'il a pu couper le bras du chaman et aussi couper toutes les possibilités de paix avec les nus. Ivar, c'était juste un fermier avant. C'est pour ça qu'en fait, il comprend pas le point de vue de personnages comme Thorfinn ou Hilde, parce que jusqu'alors, il a eu une vie paisible. Alors que Hilde et Thorfinn, ils ont quand même bien trimé avant, hein. Ils savent c'est quoi les conséquences d'une guerre, c'est pour cette raison qu'ils détestent autant une guerre, parce qu'ils connaissent la conséquence d'une guerre en fait. Et d'ailleurs, ça, Hilde, elle le dit elle-même aux enfants. Leurs parents sont convaincus que la guerre c'est la bonne chose à faire, parce que eux, Norrois d'Islande ou de Groenland, ils ne savent pas ce qu'est une vraie guerre, parce que justement, leurs ancêtres voulaient la fuir, cette guerre. Ils pensent sûrement que c'est pas si grave si une guerre éclate entre deux peuples, parce que ce serait juste une petite bataille tranquillou quoi. Et en disant ça à ses enfants, il s'était rappelé de son passé et d'à quel point la guerre fait souffrir des milliers de gens. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de tuer les raisons de la guerre.
Finalement, il pense un peu comme Canute. Elle croit au moindre mal et qu'il est quelquefois nécessaire. Et cette histoire d'enfant fait aussi écho en fait à ce qu'est être un adulte et l'importance de l'éducation. Bon, ça on en reparlera un peu plus tard. Face à Einar qui peu à peu cède face à la violence et qui pense que ça peut être légitime quelquefois, Thorfinn nous dit que peu importe les raisons, la violence n'est jamais légitime. Thorfinn lui-même avait eu recours à la violence à de maintes reprises avant, même bien après sa renaissance. C'est ces moments-là qu'il s'était rendu compte d'à quel point c'était honteux et que c'est immature de régler les choses par la violence. En fait, c'est quelque chose pour les enfants, la violence quoi. Certes, mettre une droite à un bout qu'on déteste c'est simple et satisfaisant, mais comme l'a dit Orelsan, la meilleure façon de sortir d'une embrouille c'est de poser des questions. À quel point on règle une embrouille si on se la fout juste dessus en fait? Et on la règle tout simplement pas. Le meilleur choix à faire c'est de discuter pour se comprendre, pour comprendre nos torts et peut-être trouver un point d'entente entre nous deux. Face aux chamans et à tous les nus, Thorfinn voulait trouver un moyen de coexister avec eux, sans savoir que cette coexistence entre peuples était en fait impossible à cause d'un phénomène, la maladie. En arrivant en terre inconnue, les Norrois avaient apporté avec eux de nombreuses maladies, parce que le corps des nus et ceux du reste des tribus n'étaient tout simplement pas adaptés aux maladies dont les Norrois eux étaient immunisés, et qu'ils avaient logiquement du coup apporté avec eux par bateau ou par rat, je sais pas moi. Ce qui est logique après si vous avez suivi vos cours de SVT et d'histoire, comme moi quoi. Et les nus ont raison d'être en colère, parce qu'ils ont quand même des proches qui sont morts à cause de la maladie, même si c'est pas vraiment de la faute des Norrois, mais eux ils pouvaient pas le savoir. Ainsi, pour calmer leur colère, le chaman demande à Thorfinn et aux Norrois de quitter le Vinland. Parce que même leur mode de vie ne correspond pas, en fait ils ont rien qui correspondent ensemble. L'un fait pousser sa propre nourriture en cassant la nature, en gros, tandis que l'autre mange ce que la nature lui offre. Alors, est-ce que Thorfinn devrait tirer un trait sur tout ce pourquoi il a dédié une partie de sa vie jusqu'alors, ou est-ce qu'il vaudrait mieux rester ici pour trouver une autre solution et continuer son rêve de terre sans guerre? La décision était difficile, vraiment difficile. En repensant à tous ces moments heureux, à l'arrivée sur cette terre qui annonçait pourtant de bons auspices, à sa femme qui était tombée enceinte, aux premières interactions avec les nus et aux premières pousses de blé, Thorfinn ne savait pas quoi choisir. Le choix était vraiment difficile. C'était peut-être même le choix le plus difficile qu'il a eu à faire dans sa vie. Mais finalement, Thorfinn a choisi de partir d'ici, car il comprend que leur présence, la présence des Norrois, nuit d'une manière ou d'une autre aux nus, et que donc rester ici n'apportera rien de bon. Parce que, même s'ils arrivaient à gagner contre ces 300 nus, ce ne serait que le début d'une guerre perpétuelle, ce qui n'était absolument pas l'objectif du Vinland, parce que son but était de créer un endroit pour tous ceux qui voulaient justement fuir la guerre, fuir la société norroise où c'était que guerre. Thorfinn pense que c'est mieux de penser à l'avenir plutôt que de penser au présent. Pour la première fois, Thorfinn a fait un choix que Canute aurait fait. Parce que pour la première fois, Thorfinn a pensé au futur et non pas aux conséquences directes de ses actes, parce que les conséquences directes de ses actes, c'est-à-dire son choix de quitter le Vinland, déplaît énormément aux Norrois. C'est pour cette raison que Einar est totalement en désaccord avec Thorfinn. Il ne comprend pas ses décisions et dit même qu'il agit de manière égoïste en choisissant une solution qui ne faisait plus plaisir qu'à lui-même. Alors qu'on sait que nous, en tant que lecteurs, que la décision que Thorfinn a prise était vraiment difficile. Donc si nous, lecteurs, on sait comment ça se fait que Einar, il sait pas en fait. Mais en fait, ici, c'est Einar qui était en tort. C'est Einar qui a pris la mauvaise décision et qui se ment à lui-même. Tout le long de Vinland Saga, il disait pourtant qu'il était celui qui comprenait le plus Thorfinn et ses décisions, jusqu'à même déclarer que c'était lui le plus pacifiste après Thorfinn. Ok, mais dans ce cas, pourquoi avoir choisi de faire la guerre contre les nus, alors que Einar, il est censé être en accord total avec ce que pense Thorfinn? C'est assez paradoxal, quoi. Eh bien, on dirait que Einar était décidé à protéger le village de Arneis, si bien qu'il avait rompu le serment qu'il avait pourtant fait avec Thorfinn. Et rompre un serment, en fait, c'est quelque chose de assez symbolique. Ça montre juste à quel point le choix qu'il devait faire était difficile. Sauf que la décision de Einar sera la mauvaise, et sera aussi à l'origine d'une longue et épuisante guerre contre les nus, parce que c'est lui qui motive les Norrois à prendre les armes et à se battre. Tuer et être tué. C'est ça la réalité de la guerre. Et tout ça, ça nous fait poser la question de qui sont les personnes les plus dangereuses lors d'une guerre. Tout nous pousse à croire que ce sont des personnages comme Thorkel ou Garm qui le sont, grâce à leur super force, mais Thorfinn nous dit que c'est pas eux, c'est le contraire. Ce seraient plutôt des personnages comme Canute qui détestent la guerre plus que tout, qui seront les plus dangereux en guerre justement. Ils ne le seraient pas grâce à leur force, mais plutôt parce qu'ils détestent la guerre. Alors que des gens qui aiment la guerre, eux, stopperont la guerre un moment pour profiter au maximum du plaisir de tuer. Ceux qui la détestent feront tout leur possible pour l'arrêter, quitte à rompre tout serment, quitte à ne plus suivre aucun code moral. Et ça, c'est justement aussi le cas du personnage de Einar. Était prêt à tuer n'importe qui sous prétexte que c'était pour protéger le village de Arneis. Était prêt à tout, même les plans les plus sournois.
Et en fait, il en est même devenu un peu fou. Il voulait se convaincre que la mort de quelqu'un servirait pour une grande cause, sans savoir que le fait même de tuer est la pire chose que l'être humain puisse faire. Ainsi, même en tuant pour protéger quelque chose, Einar en sera marqué pour toujours. Et en plus, même le personnage de Ivar, celui qui avait provoqué la guerre, s'était rendu compte d'à quel point une guerre c'est malheureux, et que juste cultiver les champs avec les gens qu'il aime était ce qui importait le plus en fait. Il s'était lui aussi convaincu de combattre pour quelque chose de plus grand, à savoir la paix des non-rois, alors que depuis le début c'est lui qui est à l'origine du malheur et de la mort de toutes ces personnes. Ce qui revient selon moi encore une fois à l'idée de séparation entre nos sentiments et la raison. Einar et Ivar avaient tous les deux agi sur leurs sentiments, à cause de quoi ils ont fait le mauvais choix, puisque ce qu'ils ont fait était juste égoïste car ils ne pensaient qu'à eux, qu'à ce qui était le mieux selon eux, pas ce qui était le mieux selon le groupe en choisissant de faire la guerre. Alors que s'ils avaient choisi la raison, ce qui est bon moralement, malgré leurs sentiments, l'histoire se serait sûrement mieux terminée. Et pour régler ce conflit, Thorfinn devait discuter avec les deux initiateurs de cette guerre et leur exposer son point de vue. Il eut tout d'abord une discussion avec le chaman. Et celui-ci disait qu'une coexistence avec les Norrois était tout simplement impossible, parce que pour lui, ils sont bien trop différents culturellement. Mais Pulmuk, le nu le plus proche des Norrois, dit qu'au début aussi, à cause de la peste, il détestait les Norrois, mais qu'avec le temps, il s'était dit que c'était quand même des bons et qu'ils ne méritaient pas sa haine. En gros, il a pris du recul face à ce qui n'allait pas. Et Thorfinn, qui s'était pourtant retrouvé inconscient pendant 6 jours à cause des nus, ne les déteste même pas, alors qu'il a toutes les raisons pour les détester. Et Pulmuk, face à ça, ne pouvait pas le haïr, ne pouvait pas haïr les Norrois, parce qu'il existe un Norrois qui est tout simplement gentil. C'est pour cette raison qu'il croit en la coexistence avec eux. Et il n'est pas trop tard pour faire la paix, parce que même s'ils ont fait la guerre, même si le chaman dit que Thorfinn c'est son ennemi, celui-ci n'a pas d'ennemi. Et peu importe à quel point le monde l'a blessé, celui-ci a choisi de se relever et a décidé d'enlacer le monde. À la fin, lui et le chaman se sont échangés une pipe, un geste très symbolique pour les nus, puisque ça signifie que tous deux sont devenus amis. Ensuite, Thorfinn est retourné au village de Arneis pour retrouver un Einar totalement métamorphosé. Thorfinn qui pourtant disait que la véritable victoire c'est de faire la paix avec ses ennemis, comme ça les deux camps sont heureux et qu'il n'y a aucune chance qu'une guerre ne se reproduise. Et bah, on dirait bien que Einar n'a pas respecté la parole de Thorfinn. Ils ont l'air si fatigués. Est-ce que même nous, en les voyant, on a envie de se dire que la guerre c'est bien? Et bah la réponse est non, comme d'habitude quoi en fait. Einar, en voyant Thorfinn, s'était enfin rendu compte qu'il avait raison sur toute la ligne et que lui, il était en tort. Tout comme il a fini par comprendre elle aussi que le premier recours est nécessaire pour un monde en paix. Einar, en portant le fardeau de vivre avec un meurtre dans sa conscience et en faisant sa première guerre en tant que soldat direct, a vu à quel point c'est horrible une guerre et à quel point c'est difficile de choisir la voie de la paix, parce que des fois la limite entre paix et guerre est si fine qu'on a nous-mêmes du mal à l'apercevoir. Et voilà. Pour moi, la mort de Einar est assez logique même si elle est quand même très triste. En choisissant cette voie et en brisant son serment envers Thorfinn, il était juste logique que la mort finisse par le rattraper. Cette scène est magnifique. Dans sa mort, Einar était plus proche que jamais du véritable guerrier. Il s'est rendu compte d'à quel point céder face à la violence est immature, parce que même la personne qu'il aime ne saurait sûrement pas faire de lui. Alors, est-ce qu'au final, Thorfinn aurait raté sa quête de créer un endroit de paix? Est-ce que sa quête du véritable guerrier aurait échoué? On pourrait se dire que oui, sa quête a échoué parce qu'une guerre finit par apparaître, parce que son meilleur ami a fini par sombrer et qu'il y a maintenant nulle part ailleurs pour construire sa nation de paix. Mais non, soyons optimistes. Non, non, non et non. Même si la création d'un pays utopique n'a pas abouti, Thorfinn en est quand même sorti plus grand que jamais. Sa quête du Vinland et sa recherche du véritable guerrier l'a amené à devenir encore meilleur qu'avant. Il a appris de nouvelles choses qui nous seront fondamentales à nous plus tard. Mais avant tout, Thorfinn a expié tous ses péchés, ce qui est important, car le changement est l'une des thématiques majeures de Vinland Saga. Ces âmes, maintenant en paix, ne demandent qu'une chose à Thorfinn avant de partir au paradis. Remettre en place le monument au cœur de cette expédition, le monument de la paix. Cette paix, Thorfinn l'a dédiée à nous, lecteurs, à ces âmes peinées qui n'ont jamais trouvé le repos, à toutes les personnes mortes au Vinland et à Einar. Bon. L'histoire de Thorfinn, c'est sympa et tout, etc. Mais si on arrêtait de parler de son histoire, et si on parlait de mon histoire personnelle, de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, et de l'histoire de l'humanité à venir. À l'ère où des réseaux sociaux comme Twitter existent et où le dialogue est tout simplement impossible, parce que comme nous l'a dit Grosieux, c'est dur de communiquer quand tout le monde est en colère. Est-ce qu'on peut vraiment se dire que des personnes comme Thorfinn, des personnes qui veulent juste la paix dans ce monde existent véritablement? Tout nous pousse à croire que ce monde est putain de foutu. Des guerres partout dans la planète. Le conflit israélo-palestinien semble sans fin. On nous annonce toujours qu'un immeuble a explosé ici ou là. On nous montre toujours les conditions de vie désastreuses des personnes qui subissent les guerres. Et c'est aussi le cas de milliers d'autres conflits entre humains qu'il y a sur la planète.
Oui, ici j'emploie le terme milliers parce que je pense qu'il n'y a pas que les guerres qui font que des gens sont tristes. Évidemment que ce sont ces événements qui sont les plus tristes parce que ça met en danger des personnes qui n'ont concrètement rien fait de mal. Mais il existe bien d'autres combats où c'est à nous de prendre le lead. Il existe des dizaines d'autres conflits qui concernent juste 2 personnes qui sont sans fin et qui doivent justement prendre fin. Vous savez, moi je suis quelqu'un de profondément optimiste et je pense que ça sert vraiment à rien d'être pessimiste parce que ça veut juste dire qu'on peut rien faire face à peut-être la lente ruine de ce monde, la lente décadence de ce monde. Il faut, comme lors de la trêve 1914, vouloir faire le premier pas pour que peut-être finalement la paix puisse naître. Et bon, ok, c'était il y a peut-être un peu longtemps, mais ça revient évidemment à l'idée de Pulmuck, à la citation de Pulmuck que j'ai utilisée dans mon introduction. Peut-être est-ce dans notre nature de ne chercher que le mal. Mais face à ce mal qui nous semble inévitable, Thorfinn nous dit que non, ce monde n'est pas foutu, ce monde a un espoir. Thorfinn est le pionnier de ce qu'on doit tous aspirer à devenir. À travers sa propre évolution, Thorfinn est un personnage qui cherche à nous faire grandir. Tout le long de Vinland Saga, Thorfinn n'a poursuivi qu'un seul et unique but, celui de devenir un adulte. C'est peut-être à nous aussi maintenant de devenir adultes en fait. C'est peut-être à nous en étant adultes et donc matures de ne pas céder face à un désir qui appelle à la violence, de faire en sorte de toujours discuter pour se comprendre, d'être des personnes douces et gentilles, d'être des personnes meilleures qu'on ne l'a été avant, d'être capable de faire en sorte que le monde devienne un endroit meilleur pour tous les humains à venir. Finalement, là où Einar a échoué, c'est qu'il n'a pas accepté le changement. Il n'a pas accepté le fait de prendre le recul face à cette guerre et a fait le pire choix possible en conséquence. En fait, il a juste agi à chaud sans même se demander si c'était vraiment nécessaire de se battre. Ainsi, un adulte est une personne qui accepte le changement et qui sait aussi prendre du recul face à lui. Et donc, c'est pas déconnant que la quête d'un avenir radieux se fait surtout à travers l'éducation des adultes à en devenir donc des enfants quoi en gros. C'est Carly qui nous donnera les derniers mots de cet arc. Et même si la première expédition est un échec, pourquoi pas retenter la prochaine fois? Et la retenter encore et encore, jusqu'à que ça marche en fait. Je pense que ce message nous est destiné à vous, c'est moi. On a peut-être tous des personnes avec qui on aimerait se réconcilier, mais on sait pas comment s'y prendre. Alors, on n'a qu'à tenter une fois. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. On sait pas. Tant qu'on n'a pas tenté, on peut pas savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Donc c'est toujours mieux d'avoir essayé que de ne rien tenter en fait. Mais en fait, on peut se poser une question. Pourquoi Thorfinn s'est décidé de faire ce long voyage millénaire? Tout aurait été plus simple s'il avait continué sa vie de marchand. Il aurait même pu terminer riche, très très riche même. Ou alors, il aurait pu rester un viking et se faire un nom en devenant le chef des Yom Vikings, le plus puissant d'entre eux. Sauf que ce n'est pas ça, vivre. Ce n'est pas simplement profiter de l'instant T de plaisir éphémère. On vit pour que nos descendants envisagent l'avenir avec un sourire. C'est pour ça qu'il a décidé d'entamer ce voyage millénaire. Et il a aussi décidé d'entamer ce voyage millénaire pour nous atteindre nous, lecteurs. Finalement, Thorfinn, il a fait ce voyage dans un seul et unique but, celui de nous dire qu'il faut détester la guerre et que la véritable victoire c'est de faire la paix avec nos ennemis parce que personne n'en a. Il a pris cette voie difficile dans l'unique but d'un futur meilleur, pour que notre futur soit meilleur. Donc non, Thorfinn n'a pas échoué, son objectif de codépendance a réussi car le mieux s'est produit. Il y a eu un couple norrois et il a transmis une connaissance fondamentale, l'agriculture. En plus de ça, Thorfinn nous l'a montré, même dans la mort, la vie peut naître. Ainsi, l'espoir est en fait partout et nulle part à la fois. C'est à nous-mêmes de le créer finalement. Thorfinn est un personnage qui m'a atteint moi, et peut-être que moi aussi, à travers ma vidéo, j'ai réussi à vous atteindre vous, ceux qui regardent ma vidéo. Donc maintenant, c'est peut-être à notre tour de devenir de véritables guerriers et de faire en sorte que ce monde soit un endroit meilleur pour tous ceux qui y vivent. Ah oui, aussi je crois, je viens d'oublier un truc vraiment important. I love you, my fan.